California. En fait, les trois on mène depuis quelques années un projet de recherche qui a plusieurs facettes et qui cherche de certaine manière à entrer en dialogue avec en général avec le champ de la communication organisationnelle, mais en apportant une perspective qui serait décoloniale ou on pourrait dire aussi pour désoccidentaliser les savoirs en communication organisationnelle. Et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est en fait une réflexion qui est plutôt théorique. On aimerait bien, dans une prochaine étape, avoir quelques données empiriques pour pouvoir entrer dans les détails, comme dirait François. Et en fait, cette réflexion, elle sera prochainement publiée dans le numéro spécial coordonné par notre équipe des B pour la revue Communication et Organisation. Donc, ce n'est pas une erreur. Le PowerPoint est écrit en espagnol, mais je vais parler en français, inquiétez-vous. Donc, descolonizando las perspectivas CCO, escuchando las voces de las tradiciones críticas latinoamericanas de la comunicación. Ah, et j'ai oublié de vous dire qu'en fait, on a cofondé, Griselda et Lisette et moi, le réseau latino-américain de recherche en communication organisationnelle, REDLACO, qui réunit environ 70 chercheurs de toute l'Amérique latine et dans lequel on a plusieurs événements, on fait de la recherche ensemble et l'idée c'est de promouvoir la recherche qui se fait en communication organisationnelle dans cette région du monde. Le logo qui est en haut. Donc, avant de commencer avec, disons, un résumé de ce que nous proposons dans cet article, nous voudrions, et je vais parler au nous, rendre explicite notre lieu d'énonciation, c'est-à-dire répondre à la question « D'où parlons-nous » Cette question est en fait une question qui provient des études décoloniales et qui vise d'une certaine manière à souligner que le lieu d'énonciation privilégié a été historiquement et l'est encore celui du Nord global. Je vais revenir sur ce concept un petit peu après. Et donc, déjà de reconnaître l'endroit d'où nous parlons permet d'une certaine manière de déconstruire ou au moins de souligner cette domination du lieu d'énonciation. Donc, premièrement, nous reconnaissons que nous parlons tous depuis des terres ancestrales non cédées, des peuples autochtones qui ont habité et qui habitent le Canada, le Mexique et le Costa Rica. Ces terres ont toujours été des lieux de rencontre pour les nations autochtones. Deuxièmement, et en lien avec la présentation d'aujourd'hui plus fortement, nous parlons depuis le Sud et avec le Sud et non pas sur le Sud. Et donc, comme l'explique Boaventura de Sousa Santos, qui est un sociologue portugais et qui est le fondateur des épistémologies du Sud, le Sud ici n'est pas compris comme un Sud géographique, mais est compris comme un Sud épistémique. Parler depuis et avec le Sud implique de prendre la position de ceux qui ont été et qui le sont encore mis sous silence dans justement cette histoire de l'humanité. Troisièmement, et comme nous tous aujourd'hui, je parle depuis mon bureau, dans le confort de mon foyer, en confinement et dans le contexte d'une pandémie. Mais j'aimerais ici reconnaître que je parle depuis un lieu de privilège. Ma famille et moi sommes en sécurité. Nous n'avons pas été affectés financièrement par la pandémie. Je viens d'être vaccinée, entre autres. Je voudrais ici aussi souligner que Griselda et Lisette n'ont pas pu être avec nous par manque de ressources, aussi pour une question de langue. Dans le cas de Griselda, elle ne parle pas le français, et que la situation dans leur pays et dans certains pays de l'Amérique latine, comme au Brésil, est vraiment beaucoup plus difficile de ce qu'on est en train de vivre ici au Canada ou dans d'autres pays d'Europe. Finalement, je voudrais souligner que nous parlons tous dans un contexte d'une conférence avec des codes et des logiques particulières qui imposent des critères de scientificité, de rationalité, et donc par le fait même vont en exclure d'autres. Et comme je vous l'ai dit au début, je suis en train de parler en français qui n'est pas ma langue maternelle. Donc après ce statement politique, quel est le but de l'article? En fait, notre but, c'est vraiment de participer à une écologie des savoirs, qui est un terme que nous empruntons de Boaventura de Sousa Santos, ce qui veut dire qu'on n'est pas en train de nier les savoirs qui ont
d'autres savoirs, mais justement de pouvoir les compléter, les mettre en dialogue, les combiner, les contester. Et la manière dont on veut contribuer à cette écologie des savoirs, notamment par rapport aux approches CCO dans le cadre de cet article, c'est en décentrant et en déplaçant le locus d'énonciation du nord vers le sud global. Plus précisément, ce qu'on propose dans l'article, c'est un dialogue avec ce que Peter Winkler et Nicolas Mecherki ont identifié l'année dernière à EGOS comme étant des tendances émergentes dans les approches CCO qui visent le changement social ou des postures plus critiques. Le commun dénominateur, c'est l'idée de donner la voix. Donc, c'est plus particulièrement avec ces tendances émergentes qu'on veut entrer en dialogue. Sans entrer dans le détail d'une posture décoloniale ou de la posture des épistémologies du Sud, ici, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est en fait, lorsqu'on prend ces postures, justement, on est en train de reconnaître, comme je le disais au début, que la construction du savoir, la construction aussi de l'histoire a été, en fait, de manière hégémonique créée à partir du Nord global, et notamment à partir de 3 éléments clés qui sont le colonialisme, le patriarcat et le capitalisme. Je sais que c'est des mots, des mots que je ne vais pas entrer dans le détail maintenant, mais c'est vraiment l'articulation de base des épistémologies du Sud. Dans le cas de la communication organisationnelle, on n'échappe pas de cette dynamique. Vous le savez très bien, les États-Unis et le Canada ont été des lieux d'énonciation privilégiés. On peut aussi parler, dans certains cas, de pays en Europe, notamment pour ce qui est du développement francophone, de la communication organisationnelle. Et donc, ces lieux d'énonciation ont évidemment imposé une certaine manière de voir, de concevoir, de définir la communication par des concepts, des métaphores, des études de cas qui sont issus de cette manière de voir le monde. Donc, notre prémisse de départ dans cet article, c'est de dire que pour approfondir notre connaissance sur le rôle constitutif de la communication, il faut changer le lieu d'énonciation où se génère cette connaissance. Et nous croyons que l'Amérique latine est un lieu d'énonciation singulier qui peut apporter justement à ce développement du rôle, de notre compréhension du rôle constitutif de la communication. Donc, quel est cet épistème latino-américain? Plusieurs chercheurs latino-américains, et particulièrement dans les études en communication, qui est quand même assez développée, notamment dans les études médiatiques et les études culturelles. L'épistème latino-américain est caractérisé par une perspective qui est subalterne et qui va prioriser l'analyse critique et le changement social. Quelques exemples de caractéristiques de cet épistème. Par exemple, une forte critique du modèle informationnel et fonctionnel, une relation intime entre la théorie et la pratique, l'attention portée à des formes de communication alternatives, la reconnaissance du caractère politique de la communication et, par exemple, le rôle d'agent de changement de la personne chercheuse. Ce sont quelques-unes de ces caractéristiques. Donc, le dialogue qu'on propose dans l'article, comme je le disais tantôt, est autour de cette idée de donner la voix. Donc, je le disais, Nicolas et Peter identifient en fait 3 tendances émergentes en lien avec la responsabilité sociale des organisations, avec des démarches plus de recherche-action qu'on trouve dans les CCO ou de recherche-intervention, et aussi avec des approches plus critiques comme les travaux de Sophie autour des organisations alternatives, mais aussi l'idée de désorganisation. Et le dénominateur commun de ces 3, disons, tendances émergentes qu'on voit dans les CCO est l'idée de donner la voix. Donner la voix, par exemple, en incorporant des voix qui sont silencieuses ou des trajectoires qui sont alternatives, ou encore en étendant la parole à d'autres acteurs que les humains. Ironiquement, ce qu'on argumente dans l'article, c'est que ce projet de diversification est discuté parmi les mêmes joueurs établis et depuis le même lieu d'énonciation. Mais ce qui est plus important à soulever, c'est qu'en fait, ces propositions tendent à renforcer ces relations, donc, je disais tantôt, de colonialisme et des relations de pouvoir entre celui qui donne la voix et celui qui reçoit la voix qui lui est donnée. Et donc, ce qu'on propose à partir d'une perspective, justement, de la tradition critique
de la communication en Amérique latine, c'est de changer cette idée de donner la voix vers celle de prendre la parole. Et d'ailleurs, en espagnol, on dit « tomarse la palabra ». Tomarse devient un verbe réflexif. Donc, moi-même, je prends la parole que je me donne. Ce qui change aussi la façon dont on voit cette idée de diversification ou de polyphonie. Dans l'article, on donne quelques exemples. Si je vais juste m'attarder à l'exemple du Buen Vivir, que nous mettons en relation avec justement les travaux qui ont été faits sur la responsabilité sociale des organisations, notamment Denis Schomburg et Hannah Trittin ont travaillé sur le thème de polyphonie de Bakhtin, qu'ils ont justement, se sont réappropriés à partir d'une perspective CCO. Et François a aussi publié récemment un article sur la responsabilité sociale des organisations et comment, dans des contextes environnementaux, avec la notion de ventriloquie. Donc, c'est notamment ces deux travaux-là que nous interrogeons et que nous dialoguons avec. Donc, le Buen Vivir, pour ceux qui ne connaissent pas, est un concept qui est issu de la cosmovision ancestrale des communautés indigènes des Andes. Il jette les bases d'un cadre épistémologique pour promouvoir une vision alternative de la société qui se base sur une critique du développement occidental. Donc, toutes les notions liées au développement occidental, comme celle de la croissance économique ou du progrès, sont ici fortement réinterrogées, rejetées. Et donc, ce que le Buen Vivir va proposer, c'est vraiment une vision de développement, entre guillemets, qui est basée sur le bien-être intégral et holistique et sur cette harmonie de la vie avec notamment la nature. Donc, le Buen Vivir est basé d'ailleurs, et c'est là où je trouve qu'il y a un lien intéressant et un parallèle à faire avec certaines des notions des approches CCO, est basé sur un principe de relationnalité. Et la relationnalité est ici conçue, conçoit en fait tous les êtres comme faisant partie d'une même vie, et je cite De Marso, parce qu'ils s'y attachent et mettent en marche un mécanisme de relation. Les relations ici sont vues comme des relations réciproques qui sont basées sur le respect, sur la dignité de tous les êtres vivants, parce que ce qui est en jeu, c'est la vie elle-même. Donc, cette notion de vie et d'importance et de dignité par rapport à la vie est vraiment centrale dans cette cosmovision. Et un autre élément intéressant, c'est la relation intime avec la Terre, qu'on appelle d'ailleurs la Pachamama, qui veut dire la mère-terre. Donc, on voit que la Pachamama nous constitue comme des êtres humains et constitue aussi notre monde. Et en fait, c'est vraiment la réciprocité des relations qu'il faut cultiver pour encourager des actions responsables. Donc, par rapport avec ce dialogue avec la responsabilité sociale des organisations, ce qu'on voit, c'est qu'ici, la polyphonie du Buen Vivir n'est pas juste que figurée. Donc, il ne s'agit pas seulement de se soucier des figures qui s'expriment, par exemple, dans des discours ou dans d'autres formes de communication. Ici, en fait, on parle même de l'hétérogénéité de ceux qui prennent la parole. Donc, dans cette cosmovision, oui, on peut parler au nom de la nature, mais la nature aussi peut parler en notre nom, donc la nature parle, et ce n'est pas métaphorique. On dira par exemple que la rivière pleure parce qu'il y a un barrage électrique, et encore une fois, ce n'est pas métaphorique. Donc, et cette logique, en fait, ce raisonnement peut être étendu à d'autres êtres, comme les animaux, les plantes, les écosystèmes, mais aussi les esprits. Donc, on est en train de déployer davantage ce plénum d'agentivité dont nous parlait François au début de la séance d'aujourd'hui. Mais ces relations, en fait, elles sont redéfinies en termes de réciprocité, de respect et de communauté. Donc, dans cette cosmovision, ce n'est pas suffisant juste d'ouvrir la scène conversationnelle ou la scène communicationnelle, ce n'est pas assez. En fait, il faut prendre conscience et agir de manière responsable par rapport à ce dialogue qui est respectueux et enraciné dans l'idée de vivre bien avec moi. Comme je vous disais, voici seulement un des exemples que je vais vous présenter aujourd'hui, mais je voudrais conclure avec les éléments clés de cette proposition de prendre la parole. Donc, premièrement, ce qu'on voit, c'est l'importance de questionner le lieu d'énonciation, c'est-à-dire comment on nomme, comment on assigne du sens, comment on interpelle, au nom de qui on parle aussi.
Promouvoir la parole des autres, mais aussi, ça veut dire respecter les silences, comme l'image que vous avez à l'écran illustre. Et donc, ces perspectives latino-américaines nous invitent à stimuler un dialogue qui est horizontal et qui prend l'écoute comme modalité de recherche. Finalement, le rôle de la communication ici est revu ou augmenté ou je ne sais pas, bon, présenté comme étant un rôle transformationnel et émancipateur. Et je voudrais finir avec cette citation de Rigoberta Menchú, qui est leader indigène guatémaltèque, qui a reçu le prix Nobel de la paix pour sa lutte contre les droits de l'homme et qui nous dit « Je garde en secret ce que je crois que personne ne doit savoir. » Merci. Merci beaucoup, Consuelo. Avant de passer à la période de questions, je vais laisser la parole à Bertrand pour sa présentation. Alors, c'est un papier qui a été soumis là, au numéro spécial de Comorgas sur les 20 ans de CCO et qu'on a écrit avec Nicolas Arnaud, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là. Et qu'on a pris beaucoup de plaisir à écrire et qui est un article théorique qui dessine un peu des réflexions. Alors, c'est vraiment des pistes de réflexion, voilà, des pistes. Alors, notre point de départ, c'est de dire que l'appel à communication a invité à essayer de voir un peu quelles sont les limites, les impasses, les approches de CCO. Et on avait, quand on s'est contacté, on était assez d'accord sur deux incapacités. On a trouvé ce terme, il vaut ce qu'il vaut. La première, c'est une sorte de suivisme technologique, c'est-à-dire que les approches CCO, comme les sciences sociales en général, n'ont pas vu venir les réseaux sociaux, les crypto-monnaies, enfin toute innovation qui se sont avérées après des leviers de changement majeurs. On a tendance à utiliser aussi des données lorsqu'on fait des recherches sur Internet, sur les forums, tout ça. Et en fait, ces algorithmes qui dépendent d'algorithmes qui sont tenus secrets et qui peuvent changer sans qu'on soit tenu au courant. Donc, du coup, si on fait une analyse de contenu sur des contenus dont les règles d'élaboration ont changé, on peut passer à côté de certaines choses. Et la deuxième incapacité, on en a pas mal parlé hier et aujourd'hui, c'est la critique. Que moi, alors bon, j'ai été très attiré par, enfin, c'était une posture que je pratiquais au début de ma thèse. Puis il y a un article qui m'a fait beaucoup évoluer, qui s'appelle The Unfinished Business of Critical Performativity, qui montrait, c'est un article d'Alveson, je crois, où il montre que, en fait, on critique, on finit par faire la critique de la critique, mais finalement, on passe notre temps à faire ça, ça ne change pas grand-chose sur les évolutions en cours. Finalement, c'est un travail sans cesse recommencé, puisque les évolutions nous prennent de court, justement. On ne les voit pas venir. Une fois qu'elles sont là, les critiques, une fois qu'on a fini les critiques, il y a une autre évolution qui est là qu'on n'a pas vu venir. Donc finalement, voilà, elle n'a pas changé grand-chose, la posture critique, surtout les critiques du management, mais aussi de la technologie. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, elles ont toujours, les postures critiques ont toujours une posture un peu, comment dire, une idéologie sous-jacente. Quand on critique les injustices du capitalisme, c'est souvent qu'on considère que le monde devrait être plus juste. Mais on ne le dit pas tel quel. Alors, je crois que c'est Nicolas qui nous avait fait cette remarque dans les commentaires globaux à l'article. Ces deux incapacités sont imbriquées. Si on est incapable de reprendre la main, si on est dans une posture de suivi technologique, si on est incapable de reprendre la main sur les algorithmes, c'est peut-être parce qu'on n'a pas d'utopie alternative à proposer derrière et que donc, du coup, on est saisi par le numérique. Il y a un numéro spécial de Couton de Maingé là-dessus, le communicant saisi par le numérique. On est pris par ça et on ne sait pas quoi faire. Alors, c'est vrai pour les sciences sociales, mais c'est aussi vrai pour les CCO. Et donc, nous, notre réponse, qui fait écho à certaines préoccupations là, hier, enfin, il me semble, c'est que peut-être que CCO pourrait passer à l'âge de l'action, c'est-à-dire devenir un peu prescripteur, même si effectivement, c'est un peu prendre le contre-pied du point de départ de la discipline, peut-être assumer sa visée transformative. Et donc, la réflexion, c'est d'aller encore, d'accord, on en a discuté hier, est-ce que transformer, c'est accompagner un changement qu'on n'a pas dessiné soi-même, ou est-ce que transformer, c'est décider soi-même la direction où on veut aller et
ensuite la proposer aux entreprises. Et il me semble que c'est peut-être ça dont elles ont besoin aussi en ce moment. Je vois beaucoup, je crois que c'est Stéphanie Fox là, qui a fait un papier sur le Covid qui est sorti en juin en disant bon, on regarde comment elles font, les organisations, et on leur fait des recherches pour leur dire comment elles font, ça peut les aider. Et peut-être qu'on devrait leur dire comment elles devraient faire. Alors, quand on parle d'utopie, on est un peu à contre-courant hein, des approches CCO, et quand on parle d'utopie ou d'approche théorico-normative, on pense souvent à l'utopie économiste, qui est un peu un contre-modèle. Et donc, les économistes, ils ont ça de fabuleux, c'est qu'ils ont inventé un monde qui n'existe pas pour un être humain qui n'existe pas, et qu'ensuite, donc l'homo economicus, un être humain égoïste, rationnel, calculateur, qui pense qu'à ses intérêts personnels, et que à ça, donc il n'existe pas en pratique. Un monde parfait, c'est un monde où il y a l'information est disponible pour tout le monde, où tous les échanges se font mondialement sans restriction ni rien. Et donc ce monde parfait, avec cet individu théorique qui n'existe pas et ce monde qui n'existe pas non plus et qui serait parfait, ils ont imaginé les conditions pour que le monde actuel devienne tel que ce monde. Alors au début, personne ne les a pris au sérieux, et aujourd'hui, force est de constater que de toutes les sciences sociales, l'économie est peut-être la plus performative, c'est-à-dire qu'au lieu d'étudier le monde tel qu'il est et puis de le critiquer ou d'essayer de l'amender, elle réfléchit carrément à un monde purement théorique et elle essaye d'amener le monde vers ça, le monde réel vers ça. Et je veux dire, et on leur reproche beaucoup leur performativité, mais bon, peut-être que c'est leur posture utopique, mais c'est une utopie qui paraît peut-être un peu une dystopie pour certains, leur posture est efficace. Elle produit du changement, elle est performative. Et alors, c'est une phrase qu'on m'a fait supprimer dans l'article, mais les sociologues passent beaucoup de temps à critiquer les économistes. L'inverse n'est pas vrai. Il n'y a pas un manuel d'économie qui consacre un chapitre à dire la sociologie se trompe, tout ça, alors qu'il y a des parties entières de traités sociologiques sur la critique de l'économie. Donc, voilà. Donc, l'économie, moi, je viens de l'économie, je suis arrivé à la com par passion aussi, parce que j'y croyais plus trop à l'économie. Et puis, en fait, avec l'issue du temps, on se rend compte qu'elle offre quand même une voie de réflexion qui est assez intéressante. Alors, si on essaye, je sais que c'est complètement dénaturé hein, par rapport à ce qu'on fait en CCO depuis 20 ans, mais bon, il me semble que l'époque invite à prendre ce genre de voie un peu inattendue. Et donc, du coup, on s'est demandé qu'est-ce qu'on a en communication comme utopie. Et c'est la lecture des dialogues de François avec Peters qui nous a beaucoup éclairé, enfin qui, moi, m'a beaucoup éclairé, et puis Nicolas aussi. Où en fait, donc l'article de l'ouvrage de Peter sur Inzier, là, il distingue, et puis c'est un peu François qui a renommé, les dialogiciens et les disséminateurs. Alors les dialogiciens, c'est la tradition de Socrate, d'accord, la maïeutique, essayer de savoir comment se parler, poser des questions, arriver à une entente intersubjective. C'est une communication de 1 à 1, et on peut rattacher ça, c'est ce que dit Peter, à l'amour socratique, Eros, l'amour entre deux personnes avec une forme de réciprocité. Alors qu'à l'inverse, le modèle des disséminateurs, c'est plutôt le modèle de Jésus. D'accord, c'est une personne qui diffuse la bonne parole à des millions d'autres potentiellement. C'est le disséminateur par excellence, Jésus. Notre calendrier commence avec sa date de naissance. Tous les documents que nous écrivons sont indexés par rapport à la date de naissance de ce prophète. On dit qu'il y a un avant et un après Jésus-Christ. C'est peut-être qu'il a dû marquer une rupture, il a dû dire des choses qui ont changé le monde. Et, et on est bien avec ce modèle-là d'amour, hein, d'amour de son prochain inconditionnellement, dans l'idéal d'une transmission, enfin son message, son idéal, c'est pour ça qu'on dit que les apôtres parlaient toutes les langues, c'est qu'ils pouvaient diffuser son message sans le déformer. Donc on est bien dans deux utopies un peu communicationnelles, arriver à bien se parler à deux ou à bien envoyer son message à tout le monde. Et donc, je tente un petit schéma pour essayer de voir en quoi ces deux modèles peuvent nous aider à
comprendre les utopies qui pourraient être sous-jacentes aux approches CCO. Alors, on a fait un truc un peu en imbrication, d'accord? Il y a les deux grands axes dans les théories de la com distingués par Peter, l'approche des dialogiciens, l'approche des disséminateurs. Et si on essaye d'imbriquer la communication organisationnelle dans les théories de la com et après les courants CCO dans la com-orga, on a en communication organisationnelle quelqu'un qui va, à défaut de pratiquer l'approche des disséminateurs, qui va beaucoup les critiquer, c'est Huxley, 1984, avec la métaphore de la conduite. Et tu as cité hier un article, François, un article de Schonenberg qui fait un réquisitoire sur les disséminateurs. Et on a là plutôt, du côté de l'approche des dialogiciens, avant même de rentrer dans CCO, un auteur que j'aime beaucoup en France, je ne sais pas s'il est beaucoup connu par chez vous à Montréal, Zarifian, il y a Detchessar en France, qui a essayé de travailler sur cette idée qu'en com-orga, on pourrait avoir une utopie de la com ou une éthique de la discussion en s'inspirant des travaux d'Habermas. Et donc, si on admet, d'accord, ces deux axes, cette imbrication, théorie de la com-orga, CCO, on peut essayer de caser les courants CCO voilà, dans cette matrice. Alors, on aurait l'école de Montréal, qui est plutôt, et c'est assumé par François, du côté des dialogiciens, l'école des quatre flux, donc l'école des quatre flux de McPhee et Zogg, qui serait plutôt entre les deux, hein, qui essaierait, avec l'approche de la structuration, de mêler à la fois la conversation et la dissémination, et l'approche des systèmes sociaux inspirés de Luhmann, qui serait plutôt sur l'axe des disséminateurs. Alors, en préparant cette conférence, je me suis dit que peut-être que le bon schéma, ça serait ça. C'est-à-dire qu'aucun CCO ne va que très rarement du côté des disséminateurs, mais finalement, si on devait dessiner, cartographier un peu leur position sur ce diagramme, alors peut-être que vous me direz ce que vous en pensez dans les remarques, on pourrait peut-être les… Voilà, j'hésite entre… C'est ça qu'on a mis dans le papier, mais en réfléchissant, en vous écoutant, je me demandais si une telle représentation ne serait pas plus adaptée. Et je vais finir, il me semble, alors qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi faire tout ça? Le premier rapport, me semble-t-il, c'est que ça montre des parentés, des proximités, des continuités auxquelles on n'avait peut-être pas pensé. Donc, dire que l'école de Montréal est sur l'axe des dialogiciens, peut-être que finalement, ça nous rappelle, donc d'une éthique, d'une utopie de la conversation, peut-être que finalement, ça nous rapproche de la chaire communicationnelle d'Habermas. Je ne sais pas trop comment, enfin voilà, si tout ça est bien… Voilà, ça peut il y a des papiers là-dessus. En tout cas, c'est une continuité qui me semble, qu'on ne voyait pas forcément, qui me semble intéressante. Il me semble que aussi, ça contribue, avoir fait cette cartographie, à la réflexion sur en quoi la communication peut être transformative, en quoi aussi CCO peut-être a acquis une certaine maturité pour devenir prescriptive et notamment pour apporter des réponses pour le monde d'après. Et il me semble aussi que on préserve l'ancrage conversationnel initial de l'école de Montréal en essayant de réfléchir au dialogue. Qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces connaissances qu'on a acquises sur le dialogue? Est-ce qu'il y a des bonnes façons de se parler? Il y a des façons éthiques de se parler. Et est-ce que se parler de manière éthique peut contribuer ou non à faire une organisation plus éthique? Voilà. Merci beaucoup, Bertrand. Donc, on a plusieurs commentaires et questions dans le document Google Drive. Est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole pour poser une question ou faire un commentaire à nos panélistes? Oui, François. Oui, merci. Merci pour ces présentations et cette visée transformative, ou en tout cas cette réflexion.
C'est quelque chose que vous avez pas trop abordé, mais peut-être, enfin, c'est pour les différents panélistes. Je ne vise personne en particulier, mais c'est une réflexion que moi je me pose par rapport à justement, il y a eu une construction d'un savoir, une théorisation au sein du domaine et des CCO en particulier qui est quand même très importante. Et quand on lit ces papiers, ces contributions théoriques, ben, il y a tout l'ancrage épistémologique dont Bertrand faisait référence qui pour moi est important. Et donc, dans ces réflexions sur la visée transformative et voire prescriptive des CCO se pose pour moi une question fondamentale qui est celle enfin, que j'appelle, c'est des propos de Kinkelot sur le bricolage, mais cette idée de voyage conceptuel. Lui, il dit que en fait, en gros, on peut faire ce voyage conceptuel ou déplacer finalement, enfin, transformer les finalités de certains concepts théoriques pour autant que l'on ait conscience, que l'on fait ce voyage, que l'on transporte des concepts qui ont été construits avec une certaine visée de compréhension vers une visée plus applicative ou prescriptive, et que donc que l'on réfléchisse ce faisant aussi à la manière dont ce voyage s'opère, et qu'est-ce qu'on perd dans ce voyage, ou qu'est-ce qu'on tord si on ne fait pas attention justement aux racines et aux fondements épistémologiques des concepts dans ce voyage. Voilà, c'est une réflexion que je pose comme ça, mais donc voilà, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup dans cette idée d'application, dire d'où est-ce qu'on vient, où est-ce que le concept a été construit, et puis qu'est-ce que ça a comme effet, en fait, sur le concept lui-même de l'appliquer. J'ai un souci, je ne vois pas les nouveaux commentaires sur le doc partagé, j'ai l'impression. Ils sont là pourtant. Ils sont, toute la journée de mardi a été remontée en haut complètement. Alors, c'est sûr que si tu descends plus bas que lundi, tu vas tomber dans un no man's land. Il faut que tu te reviennes en haut complètement. On a mis la journée de mardi en haut du document. Peut-être que la confusion, elle est là. Geneviève, est-ce que je peux répondre à François? Oui, vas-y, continue. Merci François pour la question. En fait, c'est vraiment une réflexion que j'ai comme ça en t'écoutant. Je trouve que ton propos est très, très pertinent de se dire, bon, il y a quand même, justement, ces concepts sont construits d'une certaine manière, puis on l'a vu bien avec la généalogie que nous a présentée François ce matin. Il y a toute une construction, en fait, des concepts clés qu'on mobilise dans les CCO. Et donc, moi, je ne crois pas que... en fait, je pense qu'il faut garder en tête cette généalogie et justement le positionnement épistémologique et ontologique qui vient avec. Mais là où je trouve que c'est intéressant, c'est quand on met en dialogue ces concepts avec d'autres, qui est quand même un peu le bricolage qu'on a fait en CCO aussi. Hein, un peu, François parlait des altérations, mais là, c'était justement de prendre certaines idées et de les altérer avec d'autres peut-être perspectives, c'est justement de voir c'est quoi les tensions que ça provoque. Donc ça, d'un point de vue peut-être plus de comment on travaille avec ces concepts, c'est de voir justement que ces concepts, parce qu'ils viennent peut-être d'épistémologies qui sont différentes, vont créer des tensions, mais que ces tensions sont riches dans la production du savoir. Donc, si je prends l'exemple de ce qu'on a essayé de faire avec Lise et Gris. Mais là, en fait, justement, c'est d'entrer en dialogue avec cette notion de donner la voix et comment des perspectives autres qui ont une épistémologie autre et même un agenda de recherche qui est très différent viennent réinterroger ce concept de donner la voix et d'agentivité ou même de plurivocalité ou de relationnalité. Et évidemment, il y a des tensions qui se créent parce qu'on n'est pas du tout dans le même type d'orientation. Mais je trouve que, justement, peut-être se centrer sur les tensions, c'est une manière d'éviter qu'on dénature le concept. Ça serait le premier élément de réponse. Et deuxièmement,
je pense qu'il faut ne pas avoir peur aussi de vouloir transformer le concept puis le réinterroger complètement. Ça marchera peut-être ou ça ne marchera pas, mais je pense qu'aussi, il faut prendre ce challenge. Je ne sais pas, c'est très abstrait comme réponse, là, mais ça serait ce que je pourrais te dire comme ça rapidement. Merci, Consuelo. Avant de prendre les prochaines questions, est-ce que les autres panélistes, Bertrand, Martial, Marie-Josée, vous vouliez répondre à la question de François? Il ne semble pas, donc je vais laisser... C'était quoi la question déjà? Sur le voyage conceptuel, est-ce qu'en changeant les visées, finalement, en réappliquant des concepts avec les visées que tu proposais, est-ce que ça... C'est pas un passeur de frontières comme moi qui te dira l'inverse. Non. Bon. Après, j'ai le sentiment, juste pour ajouter, que en fait, ça amène un double effort. En tout cas, pour la façon dont moi je le vis dans ce type de recherche, et que c'est un double agenda de recherche qui est fait en permanence. Donc, oui. Voilà. Et donc, c'est un surcroît d'effort, en tout cas pour nous, chercheurs également. Martial? Oui, je voulais simplement appuyer ce que venait de dire Consuelo, qu'effectivement, il y a un enjeu presque d'orthodoxie par rapport au concept tel que défini par les chercheurs, mais il faut voir quel est l'objectif au final, surtout si on parle d'ambition de pousser la CCO vers une approche, vers une perspective un peu plus critique et transformative. Donc lâcher, on perdra à hybrider quelques approches, mais on gagnera peut-être justement en termes d'action, d'intervention. Merci. Je vais laisser la parole à Joanne et Christelle qui avaient une question. Oui, bonjour à toutes et à tous. On n'a pas su participer, enfin en tout cas entendre l'intervention de François Coron. On le regrette beaucoup, mais apparemment il y a eu un hacking du réseau Belnet ici en Belgique, donc c'est peut-être la raison pour laquelle on a eu beaucoup de soucis. Donc on vous parle de notre 4G ici. Et donc Joël et moi, on a été fort touchés par la présentation de Consuelo et l'accent mis sur la dimension de l'écoute. Donc c'est assez inspirant. On était inspirés en tout cas par rapport à ça, et je voulais réagir sur la discussion par rapport à la notion d'utopie de la conversation et les discussions qui sont ici sur les visées transformatives de la CICEO, et rappeler un peu rappeler quelque chose qui moi est souvent très très présent quand je pense à la communication. C'est la perspective du coup de Dewey. J'imagine que François en a parlé, j'ai entendu son nom au début d'intervention, pour qui la communication une communication réussie, c'est vraiment une communication qui arrive à faire cette intégration de perspectives sur des objets communs, de sorte à mener un accord dans l'action. Et donc, je trouve que cette définition très générique de la communication, elle est inspirante, et elle peut aussi inspirer peut-être une démarche qui aurait une visée transformative. Parce que dans cette perspective, la participation, elle est vraiment pensée comme une condition pour une communication réussie. C'est que déjà, il faut pouvoir intégrer des perspectives. Il faut s'écouter, il faut parler. Et c'est grâce à ça qu'on pourrait avoir un accord dans l'action, peut-être pas un accord sur des significations, mais en tout cas un accord sur ce qui se passe dans les situations qu'on vit. Et par rapport à cette utopie de la conversation, ce qui m'interpellait, c'était la réflexion de Dewey dans ce sens-là va plutôt dans ce texte sur la démocratie radicale, et aussi la question du public qui était éclipsée dans l'époque dans laquelle il a écrit en tout cas son texte, pour qui la démocratie n'est pas une forme de gouvernement, mais plutôt une forme de participation. Et donc, dans ce sens-là, je vois tous des liens qui peuvent être étudiés et investigués. D'autant plus que dans sa perspective, la démocratie, elle se reposerait aussi sur une méthode qui permettrait justement cette participation. Et c'est la méthode qu'on doit justement trouver pour pouvoir garantir la participation. Et dans ce sens-là, il pourrait avoir des échos avec la visée transformatrice de la CCO, dans le sens où la méthode qu'on utilise pour comprendre les organisations, c'est une méthode qui pourrait être utile à comprendre par rapport aux acteurs en fait en tant que tels. Et dans ce sens-là,
la CCO pourrait plutôt aider les publics à se constituer en tant que tels, parce qu'une des dimensions que Dewey avait pointé déjà à l'époque, c'était qu'un des problèmes des sociétés, déjà sur l'époque, c'était que le public n'arrive pas à se constituer en tant que public, parce qu'il y a un problème de prendre conscience qu'on est public et d'agir. Il y a vraiment un problème d'intégration de ces perspectives autour d'objets communs. Donc voilà, je me perds un petit peu dans les réflexions, mais cette idée d'intégration des perspectives me semble vraiment intéressante aussi dans une épistémologie relationnelle. Il y a vraiment cette idée de… Et donc, au-delà de Habermas, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'explorer peut-être le modèle utopique de la démocratie de Dewey. Enfin, c'était un écho à la présentation de Bertrand et voilà, c'était… Merci beaucoup, Dani. Voulais-tu ajouter quelque chose? Oui, en fait, c'était pour faire un rebond. En fait, c'est une thématique qui est revenue dans plusieurs des conférences du panel autour de comment on peut réfléchir la question du management, de la gestion et puis tout le spectre de ismes qui pourrait venir avec le néolibéralisme et tout ça. Et je pense que ça pourrait être intéressant ou encore, je pense que c'est Consuelo qui le mentionnait, qu'on avait un bon outillage en CCO pour adresser ces questions-là sans jeter le blâme sur qui que ce soit. Parce que, entre autres dans la présentation de Martial, on le voyait bien, les conseillers, les consultants n'arrivent pas avec un bagage machiavélique de vouloir absolument imposer quelque chose de néfaste. Ils sont investis d'un désir d'améliorer l'organisation, d'améliorer la vie des gens pour lesquels ils sont appelés. Alors, ça serait intéressant de comprendre, puis peut-être justement, là, Martial et les collègues, si vous avez quelque chose à mentionner là-dessus, comment on pourrait voir ça comme une série d'attachement, de détachement et de rattachement, c'est-à-dire j'arrive avec l'envie de transformer une organisation avec un bagage humaniste, de faire le bien, et puis tout à coup, qu'est-ce qui vient me détacher de ces valeurs-là et me rattacher ou m'oblige ou me force à me rattacher à des nouvelles valeurs ou à des nouvelles conceptions ou à des nouveaux a priori. Est-ce que vous avez vu un petit peu cette mécanique-là? Qu'est-ce qui se détache, se rattache, puis qui fait en sorte que finalement, ces consultants-là se retrouvent à pu être animés par la même passion, le même désir et finalement être mus ou poussés par autre chose? Marcel, est-ce que tu veux répondre? Je peux commencer à répondre, oui. Si j'ai bien compris la question, comment peut-on faire pour relever les moments où le consultant, la consultante parvient à se rattacher à ses valeurs ou à quel moment elle se détache de ses valeurs à l'égard des injonctions contradictoires, paradoxales. Pour ma part, dans ma recherche, je reliais beaucoup aux enjeux d'affect, puisqu'une valeur se rattache aussi à un engagement subjectif, donc affectif. Et lorsque on peut parler, alors certains parleraient de dissonance cognitive, bon, c'est pas un concept qu'on utilise, mais c'est par l'enjeu l'enjeu des affects que j'ai pu relever justement ces détachements, ces attachements. Et j'en profiterai justement pour répondre à ta question, Dani, à celle que posait Consuelo à l'égard du concept de puissance d'agir que je mobilise depuis la clinique sociologique qui s'inspire donc de l'approche spinoziste. Je vais simplement, pour être rapide, lire ce que j'avais écrit, si vous me donnez quelques petites secondes. C'est où ? C'est trois choses en termes d'affect. Zut, j'ai fermé mon document. Alors, si vous me donnez 2 secondes, je vais pouvoir répondre vraiment de manière très brève. Hop, hop, hop. Clinique.
clinique sociologique. Alors, pour faire la différence entre clinique sociologique, je fais une petite introduction. La clinique sociologique par rapport à la sociologie clinique, c'est que justement, Pierre Roche, qui en est son concepteur, préfère d'abord viser une intervention à travers la compréhension, qu'une compréhension à travers l'intervention, donc qui renverse tout simplement la perspective. Et donc, je lis, hein, la puissance d'agir, puissance de produire grâce à son activité, des effets, donc on parle d'activité aussi communicationnelle évidemment, des effets dont on est la cause adéquate. Ça, c'est une définition de Spinoza, j'ai rajouté simplement communicationnelle. Elle est modifiée par les affects selon 4 modalités fondamentales de l'augmentation, la diminution, de l'aide ou de la contrariété. Donc la réappropriation de la puissance d'agir passe par 4 moments. Et justement, c'est ces 4 moments-là par lesquels je caractérise la puissance d'agir. Préserver la capacité à être affecté. Donc ça, c'est vraiment l'accueil. Et puis de pouvoir dire justement, par exemple, à un employé à l'égard de son gestionnaire, de sa hiérarchie, qu'elle peut être affectée par une directive, par une injonction, par exemple. De dépassionner les affects par un travail de nomination et de réflexion qui l'accompagne. Nomination, donc on est évidemment dans la communication. Donc nomination à l'égard de sa hiérarchie, mais aussi dans ses collectifs de travail. 3e moment, engendrer des affects actifs pour lutter contre les affects passifs. Pareil, la communication passe évidemment, c'est dans la communication qu'on engendre de tels affects actifs. Et 4e moment, favoriser l'affectation mutuelle positive. Pour caricaturer, c'est développer une dynamique positive dans un collectif de travail. Donc encore là, c'est à travers les interactions que cette puissance d'agir peut se développer. Donc, vous voyez, c'est vraiment à travers ces affects que là, les valeurs peuvent être discutées, peuvent être justement relevées, perdues en cours de perdition, de perte et de réappropriation. Voilà pour ma partie de réponse. Merci beaucoup. Avant d'aller en pause pour le repas, on va prendre les 2 dernières questions, mais encore une fois, on peut continuer cette passionnante discussion tout au long de la pause sur le document Drive. Donc, Isaac. Et d'ailleurs, excuse-moi, Martial, je pense que ce que tu viens de mentionner intéresse beaucoup de collègues. Si tu pouvais juste mettre peut-être le petit passage que tu nous as lu dans le document, je pense que ça interpellait beaucoup de collègues. Ça serait très, très instructif. Merci. Oui, en effet. Donc, Isaac et ensuite Stéphane. Oui, bonjour. C'est juste un commentaire pour Bertrand, parce que j'ai vu que lui, là, il a fait une différence entre l'approche conversationnelle ou dialogique et l'approche de diffusion. Et en fait, je crois que ce n'est pas je suis celui qui est le grand diffuseur, c'est Saint Paul, en fait. Donc, c'est Saint Paul qui est devenu le maître de la diffusion. Mais à part ça, il y a la question de ces deux axes ou 2 branches, et je pense qu'on peut les concilier très bien. Surtout, c'est Gabriel Tarde qui fait une conciliation des 2. C'est-à-dire, pour lui, la diffusion est dans la conversation sociale. C'est grâce à la conversation sociale qu'on a la diffusion. Et je pense que, bon, c'est à la mode de revenir sur Tarde. Moi-même, j'ai redécouvert Tarde dont j'avais entendu parler quand j'étais à l'université il y a 40 ans de ça. Et je pense que lui, il réconcilie ça très bien. Et on voit que chez Tarde, déjà, c'est un peu, je dirais que c'est un peu risqué de le dire, mais je pense que lui, il a pensé un peu les réseaux sociaux avant la lettre. C'est-à-dire, je pense qu'il a vu clairement que cette question de la diffusion, l'influence, l'idée d'opinion, etc., c'est étroitement lié à la question des réseaux et des conversations. Donc, peut-être il y a quelque chose à voir de ce point de vue. OK, merci. Merci, ça me va. Merci beaucoup, Isaac. Stéphane? Oui, merci beaucoup pour ce panel. Puis la discussion sur la critique aussi, que je trouve intéressante et pertinente, évidemment. Je voudrais juste inviter, c'est ça, faire attention quand même de prendre au sérieux les approches critiques, là, parce que des fois, j'ai l'impression, en tout cas, justement d'avoir en fait les spécificités et tout ça. En particulier, quelquefois on dit par exemple les approches critiques ne proposent rien.
je me demande un peu, est-ce que aussi la CCO cherche à proposer quelque chose et pourquoi que la critique devrait proposer quelque chose? Il y a des raisons. Dans la première école de Francfort, par exemple, on était effrayés de l'idée de proposer quelque chose qui pouvait se transformer en pire, finalement, là, en totalitariste. Donc, on disait que le fait de critiquer permettait d'ouvrir des possibles sans nécessairement imposer une prescription. Donc, ça aussi, c'est... bon, en tout cas, moi, j'aime bien proposer là, dans mon approche et j'aime beaucoup les utopies et tout ça, mais c'est pas... je pense que c'est légitime aussi de voir une approche qui ne propose rien, mais qui critique. Ensuite, je pense qu'il y a des liens peut-être entre la CCO et les approches critiques qui peuvent être intéressantes au niveau, mais en se basant sur les concepts. Donc, le lieu d'énonciation que Consuelo a parlé, ça c'est intéressant. Moi, je me réfère à Rahway, là, le point de vue situé, donc qui renvoie au lieu d'énonciation, mais aussi à qu'est-ce qu'on regarde. Si on regarde l'organisation Amazon, par exemple, ce n'est pas la même chose si on observe les designers web et si on observe des gens sur le plancher, par exemple, qui courent après les trucs et comment ils se communiquent. Donc, il y a des choix, en fait, idéologiques aussi qui sont faits à ce niveau-là. Ensuite, deux concepts intéressants dans les approches critiques, il y a celui de reconnaissance par Axel Honneth, sur lequel on peut travailler, mais quels sont les actes de reconnaissance dans une organisation, qui les fait, comment ils sont matérialisés, comment ils sont opérés. Et il y a aussi le CARE par Federici. Jérôme Denis, il a travaillé en perspective STS, mais quels sont les gestes? On le voit par exemple dans la COVID, les préposés sont beaucoup dans le CARE, justement, ne sont pas reconnus en tant que tels. C'est quoi ces gestes-là de CARE qui sont faits, qui consistent à une reproduction, en fait? Federici parle de reproduction, les gestes de reproduction de l'organisation. Moi, je regarde beaucoup dans les logiciels libres, mais souvent, en fait, c'est des bénévoles. Des fois, c'est des bénévoles, mais la reproduction repose aussi sur qu'est-ce qu'on ne voit pas, en fait. C'est qu'il y a un autre salaire derrière, en fait, qui contribue à ce bénévolat-là. Puis ça permet peut-être de saisir. Encore une fois, c'est plus dans l'orientation du regard. Donc, peut-être quelques contributions à ce niveau-là qui peuvent aider. Merci beaucoup, Stéphane, pour ton commentaire. Donc, on va aller en pause pour le lunch. Donc, on va...